Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Une des trouvailles les plus brillantes des Incas, c'est leur manière d'intégrer en fait les peuples conquis. Ils ne se contentent pas de les soumettre, en fait ils les incorporent dans leur armée. Chaque nation conserve sa tenue, ses armes, son commandement interne, son identité. Le résultat, l'armée Inca prend un caractère multiethnique, chaque nation dispose de son propre escadron, arbore son costume régional, et aux yeux des peuples encore indépendants, l'armée Inca ne ressemble pas à un envahisseur unique, mais à une coalition gigantesque et du coup presque irrésistible. C'est une arme psychologique redoutable. Contrairement à l'image populaire, les Incas ne sont pas des conquérants brutaux. L'ordre de priorité, si vous voulez, est le suivant: menacer, promettre, négocier, offrir des avantages, intégrer et en dernier recours, combattre. Vraiment, il faut savoir que les armes n'interviennent que quand la diplomatie n'a pas trouvé, en fait. Et avant chaque annexion, les Incas expliquent aux chefs locaux: s'ils résistent, il y aura massacre, pillage, destruction. S'ils se soumettent, au contraire, ils auront richesse, intégration, sécurité et prestige. Vous voyez, quand je vous parlais de la mafia, c'est un peu le même principe quand même. Le royaume de Chincha accepte immédiatement et obtient un statut privilégié. D'autres vont refuser. Les habitants de Huarco ou les Caranquis de la région de Quito, ils sont écrasés sans pitié. Pachacuti, fin stratège, sait que la guerre n'est pas seulement une question de force, mais une question de motivation. Après chaque bataille, il récompense les guerriers distingués par des joyaux, des vêtements précieux, des terres, des troupeaux et surtout des épouses. Ces récompenses sont extraordinairement prisées, comme vous l'imaginez. Donc, du coup, les peuples soumis comprennent très vite qu'ils ont plus à gagner en participant à l'expansion qu'en restant indépendants. Et c'est comme ça que les Incas transforment la guerre en moteur de promotion sociale. À partir de la victoire contre les Chancas, là, tout s'accélère. Sous Pachacuti, la région du Titicaca, les Andes centrales, les territoires jusqu'à la côte nord sont intégrés. Sous Tupac Inca, la côte septentrionale, la confrontation contre les Chimú et la route vers l'équateur est ouverte. Sous Huayna Capac, les confins de l'équateur, la façade est de la Bolivie et les débuts des campagnes en Amazonie entrent, si vous voulez, dans le giron des Incas. Tout semble alors possible, sauf que, au sud, deux peuples résistent. Vous avez les Chiriguanos et surtout les Araucans et les Mapuches. Araucans, Mapuches, ils sont ensemble. Donc ce sont les seuls en fait à stopper l'armée Inca. Et les Incas fixent donc leurs frontières sur le fleuve Maule. Et au moment où l'Empire se tourne vers l'avenir, prêt à conquérir les riches terres du sud de la Colombie, un événement imprévisible survient: des navires étrangers accostent sur la côte pacifique. Alors moi je vous dis, c'est des navires, eux voient des choses étonnantes arriver. Et oui, vous avez compris, les Espagnols arrivent. Et l'Empire, alors à son apogée, va vaciller. Mais à ce moment précis du récit, les Incas, bien sûr, ne le savent pas encore. L'Empire Inca n'est donc, vous le comprenez, pas né d'un héros solitaire, ni d'une bataille miraculeuse. C'est bien le résultat d'une intelligence politique quand même exceptionnelle, des alliances, des échanges, d'intégration militaire, une diplomatie coercitive, des récompenses généreuses, un réseau d'espions et de messagers, une maîtrise progressive de tous les écosystèmes andins. Et en moins d'un siècle, donc, vous avez là la création d'une structure territoriale gigantesque, cohérente et étonnamment stable. Mais une question demeure: comment administrer un empire aussi vaste, aussi fragmenté et aussi divers ? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Parce que ce qui frappe d'abord, quand on regarde une carte de l'Empire Inca, c'est pas seulement sa taille, qui est immense, du sud de la Colombie jusqu'au centre du Chili, si vous regardez, mais vous avez surtout la diversité presque vertigineuse, quand même, des milieux que ce territoire rassemble. Les Incas n'ont pas seulement conquis des peuples, ils ont conquis tout simplement des climats, des écosystèmes, des mondes naturels radicalement différents. Ça pourrait se comparer à la Russie ou aux États-Unis qui ont ce genre de problématiques. Les Incas évoluent donc dans une région qui englobe la côte, les montagnes, le piémont amazonien, un territoire fragmenté où les écosystèmes changent radicalement en quelques dizaines de kilomètres.
Eh bien, c'est cette diversité qui est quand même unique au monde, qui a façonné leur empire, qui a façonné l'économie, son administration, sa manière de penser aussi la société. Sans elle, la Tawantinsuyu, l'empire des 4 directions, n'aurait tout simplement pas pu exister. Le Pérou inca correspond à ce que les archéologues appellent les Andes centrales. À l'ouest, vous avez le Pacifique et ses déserts. Au centre, la gigantesque cordillère, bien sûr. À l'est, les forêts profondes d'Amazonie. Au sud, les hauts plateaux infiniment arides qui descendent vers l'Atacama. Et tout ça tissé en un ruban étroit, mais extrêmement long, plus de 4000 km du nord au sud. Je vous rappelle que de Lille à Marseille, il y a 1000 km, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée, c'est 4 fois la taille de la France en longueur. Les frontières naturelles sont d'une brutalité rare. Au nord, vous avez le fleuve Tumbes, une barrière climatique qui sépare la zone équatoriale humide du régime tropical andin. À l'est, vous avez la forêt amazonienne, impénétrable, écrasée de chaleur et de pluie. Au sud, vous avez les étendues salées et désertiques du plateau andin, puis le terrible désert d'Atacama. Et à l'ouest, l'océan Pacifique et un littoral où il ne pleut quasiment jamais. Cette côte est un paradoxe, un désert absolu mais traversé par une trentaine de rivières saisonnières descendant des Andes qui transforment chacune de leurs vallées en véritable oasis de vie. Dans les Andes, la géographie ne se mesure pas seulement en kilomètres, mais vous avez aussi en altitude, en mètres d'altitude. En 150 kilomètres, tenez-vous bien, on peut passer du niveau de la mer aux vallées agricoles tempérées, aux hauts plateaux glaciaires et puis redescendre vers la jungle. Climat tropical, vallées humides, forêts, piémonts, on y cultive la coca, le piment, le coton, les fruits tropicaux, des avocats, des corossols, des goyaves, des loukoumas. Et tout ça constitue un monde prospère mais étonnamment dangereux. Les maladies, les forêts denses, les pluies violentes, etc. C'est le royaume aussi du maïs, du quinoa, des haricots. Mais il faut irriguer tout ça, il faut étager, il faut transformer la montagne. C'est pour ça que vous avez des terrasses agricoles qui sont partout. L'irrigation aide les agriculteurs à pallier le manque de précipitations. C'est comme ça que les Incas vont construire des milliers de kilomètres de canaux. Donc dans les hautes steppes glacées, la Puna, on est à 3500-4800 mètres et plus. Vous avez un climat extrêmement rude, des nuits glaciales que vous imaginez, des vents puissants. Là, on est dans la région du bétail andin, des lamas, des alpagas, des vivognes sauvages. On y cultive la pomme de terre. Vous avez 470 variétés identifiées. On a l'oca, l'uluco, la machua, la caniwa, le quinoa. Les punas, c'est des steppes couvertes de graminées, habitées par des camélidés sauvages et des prédateurs. Enfin, tout ça est extrêmement agréable à vivre, qu'on imagine. La côte pacifique andine, elle, est l'un des milieux les plus étonnants du globe. Vous avez un désert absolu, mais comme je vous le disais, bordé par des eaux extraordinairement riches grâce au courant froid de Humboldt. La situation en fait une région stratégique pour toutes les sociétés andines. La mer fournit poissons et mammifères marins, les oiseaux offrent le guano, qui est un engrais exceptionnel, les vallées irriguées assurent le maïs, les courges, le coton. Les eaux froides riches en plancton permettent le développement d'immenses colonies d'oiseaux. Encore une fois, le guano est très très important. Et les Incas exploitent cette ressource au maximum. Ils vont même jusqu'à protéger les îles à guano par des lois strictes. C'est une richesse stratégique extrêmement importante. À l'est, les Andes plongent vers la forêt amazonienne. Un monde de brouillard, de pluie, de chaleur. Bon, les Incas n'aiment pas la guerre en fait, faire la guerre à cet endroit, je veux dire, parce que c'est un climat difficile, une végétation extrêmement dense, les maladies, des populations mobiles, mais ils trouvent des produits indispensables à cet endroit-là, du bois précieux, des résines, des plantes médicinales, c'est important, de la coca, des fruits, du coton. Le lien entre les Andes et l'Amazonie est millénaire, très ancien. Les échanges n'ont jamais cessé, il faut le savoir, mais faire la guerre là-dedans, on imagine que c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.